Et puis, moi, je vais juste faire l'intro face caméra et puis l'outro à la fin aussi. Et puis ensuite, on démarre. Ça Ça marche. marche? Vas-y. Cool. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir de nouveau une invitée. J'accueille Myriam Braiki, qui est thérapeute de couple et sexothérapeute. C'est la première fois qu'on aborde ces thématiques sur le podcast, donc je suis super content de l'accueillir. C'est quelqu'un que je suis depuis maintenant quelques années sur les réseaux sociaux, puis qui fait beaucoup de prévention, d'informations sur ces canaux-là. Donc, je trouve que ça fait vachement du sens de l'inviter. Myriam, bienvenue. Merci Julien, merci pour ton invitation. Merci à toi, merci d'avoir accepté. L'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de toi dans l'introduction, et puis après, on va aller dans quelque chose de très questions-réponses, parce que j'ai reçu beaucoup de questions des abonnés par rapport à la sexothérapie notamment, ou à la vie de couple. Et puis, je pense que ça va parler pas mal aux auditeurs, auditrices. J'aime bien commencer par une question un peu particulière, c'est de te présenter en disant quelque chose que peu de personnes connaissent sur toi. Ça peut être sur ta vie professionnelle comme personnelle, peu importe. Alors, déjà pour me présenter, donc Myriam Braiki, sexothérapeute comme tu l'as évoqué, thérapeute de couple. Moi, j'exerce maintenant depuis 5 ans en cabinet libéral. Avant d'être, donc tu comprendras bien, à 42 ans, ça a été un virage pro, hein. Avant d'être thérapeute de couple et sexo, j'étais éducatrice spécialisée. J'accompagnais donc des jeunes de 0 à 25 ans, principalement en prévention spécialisée, donc dans la rue, quartier, personnes sans domicile fixe, et Ok. la parentalité. Et j'exerçais à côté, pour arrondir les fins de mois, une activité de VDI en produits pour adultes, donc réunion un peu sextoys, voilà, cosmétiques intimes, etc. C'est une activité dans laquelle j'ai énormément évolué en 11 ans pour être après responsable France, argumentaire produit, etc. Pour la société Fun Factory, hein, pour pas la citer. Et puis, j'avais de plus en plus de questions très pointues, tu vois, sur la sexualité, sur la relation de couple, etc. Et en fait, je me suis dit, j'ai un créneau à prendre, je suis hyper à l'aise dans ce domaine-là, je me suis formée à la sexothérapie, la thérapie de couple, pour du coup démissionner de mon travail et puis me mettre à mon compte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être un élément un petit peu particulier ou qui surprend parfois les personnes, c'est que je suis donc séparée du papa de mes enfants. J'ai deux filles, 2 ados, et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un couple non cohabitant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai refait ma vie depuis quelques années maintenant et je n'habite pas avec mon partenaire. On a fait le Hmm. choix, voilà, d'avoir chacun notre chez nous pour des raisons diverses et variées qui remettent certainement pas en cause notre relation de couple, puisque c'est Mhm. un couple qui est hyper sécure, qui tient bien, qui va bien. Mais voilà, pour des questions, j'ai envie de dire, pour des choix perso, pour une organisation, pour garder cette espèce un peu de manque, etc., pour pas avoir envie de partager tout le quotidien, on a fait ce choix-là. Ok. Quelque chose. Non, non, continue, hein, Ouais. si t'en as d'autres, mais je trouve intéressant alors. Ah, ok. Pour toi, ça, c'était le petit truc un peu particulier parce que j'en ai Alors, non, encore mieux qu'on ne connaît alors pas. continue, lance-toi. On peut faire tout l'interview comme ça si tu veux. Ah, non, non, mais on va faire rapide, on va faire rapide. Je suis une passionnée, et ça, il y a peu de monde qui le sait, de faits divers et d'affaires criminelles. Alors que je déteste la violence, je suis figée par ça, et pour autant, je m'endors très régulièrement le soir avec du podcast autour des affaires criminelles et des faits divers ou des vidéos YouTube. Alors, je pense que je connais énormément d'affaires criminelles à l'international et à la France. Et voilà, parce que je suis fascinée en fait par l'être humain. Voilà, c'est quelque chose qui me surprend toujours, et qui me fait super peur. Et en même temps, je regarde ça avant de dormir. Donc voilà, c'est très ambivalent. Je pense que ça mériterait peut-être une consultation. Mais je trouve intéressant, j'ai vu, il y a pas mal de fascination par rapport à ça, et puis en effet, c'est assez paradoxal parce que c'est des choses qui sont terribles, voire gore, etc. Et pourtant, c'est vrai que c'est des destins ou des façons de penser qui sont assez fascinantes, en fait, de voir. C'est une extrême de l'être humain. Est-ce que tu as une recommandation, parce que tu parles de podcast, je trouve intéressant d'avoir ça comme médium et pas forcément aussi que de la vidéo. Est-ce que tu as un podcast pour les gens qui aiment bien ce genre d'histoire à recommander?
Ouais, à regarder après minuit. Ah ouais? Alors, il n'est pas chouette le titre en plus, à regarder après minuit, tu vois. Et alors, en podcast et puis en chaîne YouTube, j'adore la manière dont elle raconte voilà, les faits divers, etc. Il y a Boukassin aussi, Boukassin, qui relate aussi, pareil, des faits divers. Alors, elle est très focus les faits divers Italie, tu vois. OK. Et puis à regarder après minuit, elle, c'est vraiment à l'international. Et vraiment, ça me fascine, quoi. Et s'il y a une affaire qui me fascine plus que toutes les autres, c'est l'affaire Dupont de Ligonnès. Mmh. Alors, Qui est toujours celle-ci en cours, du coup? est toujours en cours, tu vois. Et celle-ci, c'est une énigme. Et je me dis, tiens, enfin, une énigme, un, l'affaire, deux, comment en fait c'est possible, tu vois, voilà, de tuer toute ta famille. Enfin, ça me paraît terrible, quoi. Et en même temps, ça me tient en haleine depuis des années et des années. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je consulte parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait super peur, hein. La violence, tout ça, ça me fige. C'est quelque chose, moi, qui est terrible pour moi et pourtant, ça me fascine, quoi. Oh, il y a peut-être, aussi une façon c'est peut-être une façon un peu d'exorciser ça et puis de se rassurer, de s'y confronter peut-être, d'une manière qui est plus, sécure, tu vois? Parce que, ben, ça reste, tu peux arrêter à tout moment, mais ça peut être analysé en effet, en plus en profondeur. Je trouve intéressant alors tu as anticipé, ma deuxième question qui était comment est-ce que tu étais arrivé à ce métier de thérapeute de couple et sexothérapeute? Je trouve intéressant parce que ça fait un peu un lien avec mon parcours aussi, où moi j'ai commencé plutôt dans le social. J'ai travaillé dans le monde du travail du sexe, donc OK. avec, sur la scène, du canton de Vaud, donc dans ma région et puis, du coup, il y avait du travail dans la rue, un peu comme il y a à Paris. Je sais plus maintenant le nom de l'association à Paris, mais où ils ont un camping-car aussi où ils vont distribuer des préservatifs, nous on distribuait du café, c'était un endroit de pause aussi, puis on faisait autrement des visites aussi dans les salons de massage, etc., pour faire de la Oui. prévention santé, pour aussi on aidait à sortir des femmes de réseaux de prostitution, etc. Donc, je trouve intéressant que tu sois parti aussi de quelque chose de très, de la rue, très hard aussi, et puis que tu sois allé plutôt vers le cabinet. Je pense Mmh. que c'est bien de le faire dans ce sens-là, parce que c'est des métiers où je trouve que c'est dur de rester pendant des années là-dedans, parce que, ouais, surtout, je pense, quand on commence à... Moi, j'étais content de ne pas avoir d'enfants, par exemple, quand j'étais dans ce milieu. Si j'avais, comme toi, des adolescentes, je pense que ça aurait été plus compliqué de me confronter à des filles qui avaient parfois 15, 16 ans, qui étaient dans un réseau de prostitution. Voilà. Donc voilà, petite aparté sur Ouais, nos ouais, ouais. similarités. Ouais, bah, tu vois, j'étais pas au courant, tu vois, que tu avais eu ce parcours-là mais voilà, ça amène aussi, à mon sens, une espèce de cohérence, tu vois, dans le cheminement professionnel. Enfin, pour moi, je me dis: «Tiens, oui, j'ai pas exercé toute ma vie, en tant que sexo», mais voilà, il y a une cohérence. Ça a toujours été dans l'accompagnement, en fait, tu vois? Ouais, J'ai toujours œuvré dans l'accompagnement et au profit de, tu vois? ouais, ok. Et un de tes projets aussi qui est venu par la suite, c'est que tu as écrit un livre. Je suis tombé là-dessus. Tu as écrit un livre qui s'appelle Carnet de voyage intime. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu l'ouvrage et puis qu'est-ce qui a été la motivation de créer ça? Alors la motivation, elle a été autour de l'idée de poser par écrit, tu vois? Très souvent en séance, moi je vais dire: «Écrivez vos idées, posez, sortez-les de votre tête, écrivez, écrivez, écrivez». Et puis à un moment donné, bon, j'ai été, sollicitée par une maison d'édition pour écrire un livre et je me suis dit: «Mais moi je veux créer une espèce de journal en introspection, autour de l'intimité, de la sexualité, des relations à l'autre et qui serait guidée en fait par mes soins en fait parce que et dire aux personnes écris mais du coup j'écris quoi, j'écris comment, par quoi je commence, est-ce que je commence par mon dernier crush entre guillemets ou ma rupture amoureuse, est-ce que et du coup, c'est un carnet que j'ai écrit, donc qui part vraiment de la construction de l'enfance, autour de l'affectivité, le rapport au corps, la puberté, comment j'ai vécu ma puberté, mes premières fois, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, et qui apporte évidemment des outils autour de l'intimité, et puis du partage vraiment concret
de ce que moi je pense de ça. Et si tu veux, ça permet, moi au cabinet, je m'en sers énormément avec la clientèle qui consulte en sexo et qui se pose 1000 questions et qui n'arrive pas à ranger les idées, etc., de dire, ben voilà, là vous avez un carnet qui va vous guider tout le long. Donc si tu veux, voilà, je te dis, on repart de l'enfance, on va jusqu'aux dernières relations amoureuses, dernières expériences sexuelles, et les gens écrivent. C'est une espèce de journal intime d'introspection sexuelle et affective, tu vois. Ok, donc c'est très participatif, c'est un travail plus qu'une lecture, c'est plus un travail vraiment thérapeutique ou en tout cas introspectif que tu C'est c'est proposes. com c'est complètement un travail guidé. C'est juste Ouais, ça, il est guidé. C'est voilà, je pose des questions, il y a des espaces pour que les personnes répondent, il y a des espaces un peu libres où ils peuvent noter ce qu'ils veulent, mais tout est guidé, en fait. Donc du coup, on ne peut pas partir dans tous les sens et le fait de guider, c'est que ça a du sens pour moi. Parce que derrière, moi, je m'en sers aussi ou dans mes consultations, où les personnes aussi peuvent relire quelques années plus tard ce bien qu'elles ont sûr. noté, pourquoi elles ont noté ça, et puis l'évolution qu'elles ont aussi dans leur vie affective et sexuelle. Ouais, ouais, alors j'imagine que pour toi, c'est un peu matérialiser ta boîte à outils, tes cheminements dans quelque chose voilà, de concret que tu peux même transmettre, soit avant que les gens viennent te voir, parce qu'ils hésitent, soit pendant les consultes, soit après pour continuer ce travail. Donc je trouve que ça fait vachement du sens d'avoir ce genre d'outils là. Et puis bravo d'avoir créé ce projet parce que c'est pas rien de se lancer dans l'écriture d'un bouquin. Donc félicitations pour ça. Je te remercie. Je suis en cours de deuxième livre, là, tu Ah vois. ouais, ok. Oh purée, Oui, ouais, alors il y a du boulot devant. ouais, il y a encore un petit peu de... Là, ça sera un tout autre livre, mais ouais, je suis en cours d'édition sur un deuxième bouquin. Sur la sexualité dans les affaires criminelles. Je pense que j'aurais pas été très très bonne. Je suis bonne pour regarder, mais pas tant pour écrire. Ça me fascine pas tant que ça pour écrire, mais non, sur vraiment ce qui se passe derrière les portes d'un cabinet, d'une sexo et d'un thérapeute, avec les questions vraiment très générales qu'on a beaucoup au cabinet, et un peu comme une histoire, et puis qui va reprendre un petit peu pareil la relation de couple, comment ça démarre, etc., les questions fréquentes, et puis mon travail, quoi, mon travail derrière les portes du cabinet, quoi. D'accord. Justement, ben, on en parlait hors micro. Tu disais que pour toi, il n'y avait pas de sexo sans mettre la relation de couple au cœur en fait de cette sexualité-là. Est-ce que tu peux me dire un peu quelle est ta vision par rapport à ça? Et puis peut-être comment est-ce qu'on peut remettre vraiment le couple au centre? Pour moi, alors, on parle de sexualité, moi j'aimerais même plutôt dire intimité. Tu vois, moi dans l'intimité, je vais mettre affection, tendresse et sexualité dans la relation Et- de couple. Ouais. Oui, Ah, oui, je pardon, pensais non, que tu voulais dire excuse-moi, quelque chose. excuse-moi. Non, non. Et donc, du coup, à mon sens, une intimité dans la relation de couple, quelle qu'elle soit, affectueuse, charnelle, sexuelle, ne peut pas être harmonieuse et ne peut pas bien se passer si la relation de couple ne fonctionne pas. Tu vois, très souvent, j'ai au cabinet des personnes qui vont m'exprimer n'avoir pas ou peu de libido, désir. D'ailleurs, on en parlera de ça parce que pour moi, il y a une vraie différence à faire pour le partenaire et puis souhaitent tout de suite rendre plus harmonieux ce pilier manquant. Voilà, ma sexualité, il n'y a pas de désir, elle est absente, voilà, ou peu présente. Je veux que ce pilier-là soit harmonieux. À mon sens, alors, mis à part s'il y a des problèmes de type organique, de santé, physique, mentale, etc., la plupart du temps, non, parce qu'il y a une prise en charge pour ça, les gens le savent. Hein. Mais quand elles arrivent là, c'est souvent, moi, j'investigue la relation de couple. Comment elle va, la relation de couple? Et très souvent, on se rend compte que pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Et donc, du coup, ça vient impacter l'intimité. Tu vois, je pense que tu connais la pyramide de Maslow, Julien, je t'apprends rien. Ok, les besoins primaires. Une fois, je me suis dit, tiens, je vais créer la pyramide de la sexualité. Tu Ok. vois, donc c'est quelque chose que moi j'ai fait toute seule, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, ça résonne énormément pour les personnes que je reçois. Je leur dis très bien, la base pour arriver en haut, au sommet de la sexualité, la base pour moi déjà, c'est du temps à deux. Sans temps à deux, l'intimité, elle n'existe pas. Déjà, c'est la première chose. Le temps à deux, pour moi, il nous permet d'avoir une communication qui va être, alors si on imagine une communication plutôt saine, hein, une communication où je vais être comprise, entendue, écoutée, respectée. Ces éléments-là, ils vont faire que je vais me sentir probablement très complice de la personne avec qui je suis.
tu vois. Mais ça, on peut le retrouver dans tous nos modes relationnels, hein, Mm. amical, professionnel, avec nos enfants. Donc, je vais me sentir complice. La complicité, elle va amener une proximité. Si je suis complice, je vais être taquine, je vais avoir envie de passer du temps avec la personne, etc. Pour moi, cette proximité-là, elle va amener une intimité. L'intimité, ça va être, ben, je vais avoir envie de passer du temps avec toi, et puis peut-être de me coller à toi, et puis d'être câline, etc. Et pour moi, l'intimité amène et favorise une sexualité, tu vois. Mm. Et je me dis, on ne peut pas prendre les choses dans l'autre sens, en fait. On ne peut pas dire, waouh, il nous manque tous ces piliers-là, mais il faudrait qu'on améliore notre sexualité. Pour moi, si on travaille que sur l'amélioration de la sexualité, on met des paillettes sur un fond, la partie émergée là, de l'iceberg, qui ne va pas du tout et ça ne dure pas dans le temps, tu vois. Donc, Mm. questionnons plutôt le fond et la profondeur de notre relation. Est-ce qu'on y est bien? Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce qu'on n'a pas des choses à régler? Tu vois, parfois, il y a eu des événements, etc., qui font que bah, ça demande d'être réglé pour, du coup, favoriser ça. Généralement, tous les piliers là, au tout début d'une relation de couple, on les coche tous, hein. Et c'est ce qui fait que la sexualité, elle est facile. Parce qu'on nous dit, mais pourquoi c'est plus comme au début? Mais au début, Mm. vous cochez toutes les cases. Et puis, il y a un historique, hein, qui s'installe après avec le temps. Et si les choses ne sont pas discutées, réglées, etc., eh ben, ça vient pour moi impacter la sexualité. Oui, puis il y a un exercice, enfin des sexologues très connus. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais c'était Masters and Johnson, Ouais, c'est ça? ouais, le sunset focus, ouais. Où justement, eux, c'est toute la base par rapport à des troubles, notamment de l'érection ou de l'excitation. Ben, ils repartent en fait on enlève la sexualité, on interdit entre guillemets le fait qu'il y ait de toucher les parties génitales ou d'avoir une pénétration comme ça, et puis on remet que de l'intimité, du toucher, du massage, etc. Et puis, ben, ce qui arrive dans 99% des cas, c'est que bah, en fait, les personnes, au bout d'un moment, elles tiennent plus, puis elles ont un rapport sexuel qui est satisfaisant, puis où il n'y a pas de souci d'excitation, simplement parce qu'on a enlevé la pression de absolument, ou ce soir, c'est bon, il faut qu'on ait absolument un rapport complet avec les préliminaires pour chacun, et puis une pénétration, et puis suffisamment long, enfin bref. Donc, c'est hyper important ce que tu dis, et c'est vrai que souvent, c'est le symptôme qui est bruyant, c'est ces problèmes de sexualité, parce que d'un coup, il y a des problèmes d'excitation, ou bien il y a juste une absence de sexualité, puis c'est ça qui vient résonner, et qui amène les gens à consulter parce qu'ils disent, ah purée, on est en crise de couple. Mais c'était déjà là bien avant, en fait. C'était déjà bien avant et d'ailleurs l'outil dont tu parles du Sunset, c'est un outil qui fonctionne, que j'utilise beaucoup moi et beaucoup alors où quand il y a vraiment une déconnexion dans l'intimité et la relation de couple, c'est-à-dire, ben, on a été à distance depuis tant de temps ou tant d'années même parfois et on voudrait retrouver une sexualité. Souvent, c'est un passage un peu pour moi, important à avoir, essentiel. Donc je mets beaucoup en place ça à ce moment-là et dans les troubles de l'érection aussi. Oui. Parce que les troubles de l'érection, quand on n'a pas de problématique organique, très souvent, c'est lié au stress, hein. Donc, l'homme, il décharge de l'adrénaline qui vient du coup resserrer les vaisseaux sanguins, qui fait que l'érection n'est pas franche, pas là, etc. Et quand on met en place ça en leur disant, écoutez, je vous interdis toute notion de pénétration, etc., une majorité du temps, les personnes me disent, mais Myriam, ça fait 1 an, je veux, j'y arrive pas. Là, du coup, tu nous l'interdis. Et moi, là, ça fonctionnait, je pouvais y aller, quoi. Mais c'est là aussi qu'on arrive à expliquer, ben oui, comme quoi, le fait que ta tête, c'est elle qui décide, en fait. C'est pas tant ton sexe, hein. C'est pas mécanique, allez hop, il faut que je suis en érection. Ta tête, si t'es pas là dans ton corps, etc., ou que tu as cette notion un peu de performance absolue, etc., Mm. et ben, ton corps, il te dit, je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord parce que là, tu dois pas être dans ça, quoi. Ouais, 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 puis ça vient bah, du coup, enfin, il y a beaucoup de choses en amont de déconstruction de ça, d'apprendre aussi, de changer un peu la vision de la sexualité pour les couples en général, mais aussi, je pense particulièrement pour les hommes ou qui sont un peu éduqués. Donc voilà, faire l'amour, c'est avoir une pénétration. Puis si j'y arrive pas, parce que soit je bande pas, soit je finis plus vite que ce que j'aimerais, d'ailleurs, ce sera dans les questions après qui vont venir, évidemment. Ben, du coup, c'est que je suis nul, que je peux pas te donner de plaisir, alors qu'il y a 50 000 façons de donner du plaisir à son ou sa partenaire.
euh, même sans aucune pénétration. Donc c'est vrai que si on arrive à éduquer aussi les gens là-dedans, ça t'enlèvera peut-être du travail un petit peu plus tard, mais il y aura toujours d'autres choses. Il y aura toujours d'autres choses. Et puis après, je pense que, alors oui, on parle beaucoup de l'homme, tu vois, l'éducation masculine, etc. Et c'est vrai, mais même féminine, en fait. Mm, Tu vois, moi, j'aimerais qu'on remette aussi un équilibre en se disant, bon, c'est pas que l'homme, quoi. On a, nous aussi, été éduqués comme ça. Le clitoris, la fonction clitoridienne qui était de donner du plaisir, on a su ça il y a peu de temps, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu vois, où on nous a dit, ah ben les filles, vous avez un clitoris, et sa fonction, elle est dédiée au plaisir, et elle existe, et c'est principalement par ça que vous arrivez à orgasmer, tu vois, mais ça, on ne savait pas. Donc, pour toutes les femmes, c'était d'ailleurs, on a souvent dit, t'es clitoridienne ou vaginale, tu vois, le ouais. mythe, tu vois, Mm, alors que non. Donc, ça nous demande aussi, je pense, et à l'homme et à la femme, de se renseigner, d'être curieux et de développer, tu vois, les compétences, la créativité sexuelle, etc., pour se dire finalement, en fait, il y a une multitude de possibles pour prendre du plaisir, et puis que la relation pénétrocentrée, elle mm, n'est pas, enfin, c'est pas la seule et unique manière de prendre du plaisir. Tu vois, une dernière chose, les personnes emploient encore énormément le mot préliminaire. oui. Nous, on l'emploie plus en sexo. Je pense à la jeune génération de sexo, alors je ne sais pas pour les plus anciens, mais on l'emploie plus du tout. Préliminaire, c'est préparer les corps à un acte plus important derrière et qui vient parler du coup d'une pénétration. Moi, je suis navrée. Du sexe oral, on peut jouir comme ça, on peut orgasmer comme ça. C'est une relation sexuelle complète. Une Mm, co-masturbation, c'est une relation sexuelle complète, tu vois. Donc, pour moi, les préliminaires, alors souvent les gens me disent, Myriam, tu mettrais où alors les préliminaires si ça n'existe plus? Ben pour moi, les préliminaires, c'est la manière dont je vais érotiser ma relation de couple. Quand mm. je vais me faire un petit peu toute belle, quand je vais surprendre un peu mon partenaire, quand c'est une manière d'attirer son attention, de chercher à le séduire pour peut-être favoriser une intimité. C'est ça pour moi les préliminaires, c'est la manière dont tu érotises ta relation de couple. Mm. Et d'ailleurs, beaucoup l'érotisent pas plus. Ouais, bah, super intéressant. Et c'est vrai que bah, je pense que c'est même, je pense que j'ai dû utiliser ce mot-là avant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis de voir que, bah, je pense, ma génération, un petit peu, bah là, maintenant j'ai 33 ans, c'est vrai que je vois entre un peu quand j'avais 15 ans et maintenant, enfin, les choses ont déjà quand même énormément évolué. Enfin, on est plus dans le même monde. En tout cas, moi, je suis plus dans le même monde. Donc, c'est cool. Ça, je trouve qu'à ce niveau-là, ça va plutôt dans le bon sens, mais c'est important de toujours le rappeler. Je reviens sur ce que tu as dit avant, parce qu'en effet, il y avait ça, c'était un questionnement que moi j'avais. Je me suis dit, mais en fait, quelle est la différence entre libido et désir? Et puis, ben, tu es venu dessus spontanément, donc est-ce que tu arrives à clarifier peut-être ça, puis comment prendre soin des deux? La libido, c'est l'énergie sexuelle qu'on va ressentir dans son corps. Tu vois, c'est quelque chose qui est très naturel, qu'on va pas forcément aller chercher. Et voilà, je vais sentir que là, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et que possiblement, j'aurais envie de vivre un moment un petit peu intime et ou sexuel. Le désir, c'est mettre à profit cette énergie sexuelle pour une relation sexuelle relationnelle avec quelqu'un ou avec soi-même. Tu vois? Mhm. Mais la plupart des personnes vont dire: «Je n'ai pas de libido». Par exemple, moi, souvent, je leur demande: est-ce que tu as une sexualité avec toi-même? Est-ce que tu as une sexualité solo? Est-ce que tu t'explores? Est-ce que tu érotises ton corps? Est-ce que tu te masturbes?» Et ben, souvent, j'entends: «Oui». Donc je lui dis: «Donc tu as pas de problème de libido. Cette libido, elle est bien là, sauf que du coup, elle est difficile à mettre au profit de ton partenaire». Ok. Et ça rassure beaucoup parce que la plupart des personnes se disent: «Mais je ne fonctionne pas». Si, tu fonctionnes. Par contre, peut-être que quelque chose dans ta relation de couple, là, ne fonctionne pas et c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Hmm. Et il peut aussi y avoir des personnes, Julien, parce que tout n'est pas non plus tout rose et tout beau, qui vont dire: «Non, mais moi, même toute seule ou même tout seul, je n'ai pas de sexualité, en fait». Là, on va chercher à comprendre quel est l'espace érotique que la personne peut avoir aussi psychiquement, tu vois? Est-ce que tu as un espace imaginaire érotique? Est-ce que des fois tu as des envies, des idées? Est-ce que tu fais travailler ça? Est-ce que, je sais pas, il t'arrive de lire un bouquin érotique et de dire: il y a quelque chose qui se réveille chez moi, j'aurais envie». Et comment du coup on entretient, moi j'appelle ça notre espace imaginaire érotique pour du coup toujours garder cette espèce d'énergie sexuelle un petit peu en nous et de connecter avec, tu vois. Mhm.
Ouais, puis ça revient un peu à ce qu'on disait avant aussi au niveau de l'éducation. Et je pense en effet, t'avais raison par rapport au. Je trouve aux femmes, peut-être au niveau de l'exploration de soi, de la masturbation, c'était peut-être quelque chose qui est pour beaucoup en fait, c'était vraiment inconnu quoi. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais vraiment essayé ça, alors que chez les hommes, j'ai l'impression que c'est en tout cas, enfin c'était quelque chose dont on parlait déjà ado, la masturbation, voilà, c'était quelque chose, tout le monde le faisait, on se posait pas de questions. Donc ça passe aussi par là. C'est vrai que d'avoir une sexualité épanouie plus tard avec un partenaire, sans connaître en fait notre propre corps, ben c'est pas impossible, mais ce sera plus compliqué. Tu vois, tu dis quelque chose d'hyper intéressant pour les garçons. Tu dis c'est un peu, ça a été plus facile, on en parlait facilement, etc. Déjà, l'appareil génital du garçon, il est à l'extérieur. Donc, tu vois, moi, souvent, avec un peu d'humour, je dis à 4 ans, il jouait un peu de la guitare avec, il découvrait déjà tout ça. Et puis, à 11 ans, il comprend que, l'âge pubère, il commence à comprendre qu'il se passe quelque chose parce que là, son corps lui dit des choses. La femme, c'est tout à l'intérieur, mis à part le capuchon du clitoris, tu vois. Puis même là, il est couvert, quoi. Tout est à l'intérieur. Il y a ça, donc c'est pas évident, tu vois, pour la femme, beaucoup moins. Et puis, il y a aussi comment on est conditionné, tu vois. L'homme qui se Mhm. masturbe, ça a toujours été normal. La femme qui se masturbe, c'est quand même celle qui est un peu chaude, qui est trop libérée. Enfin, je ne veux pas employer de mots trop familiers, mais je pense que voilà, pour les auditeurs, ça résonnera. Hein. Et donc, du coup, cette culpabilité aussi. Tu vois, parce que j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Il y a énormément de femmes qui témoignent de ça. Myriam, vous me demandez de m'explorer, mais je me sens hyper mal en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu salope, quoi. Tu vois, tu mettras un bip ou je sais pas ce que tu Non, feras. non, on peut y aller. Je crois que Spotify demande s'il y a des mots, mais bon, Ouais, ils vont pas fouiller sur 1 heure d'entretien. ouais. Et ça renvoie à ça, tu vois, donc cette espèce de culpabilité de ça se fait pas, ça ne se fait pas. Alors que moi, alors pour moi, je fais aussi une différence entre l'exploration de son corps et la masturbation. La masturbation, pour moi, elle n'est pas essentielle. Tu vois, l'exploration, pour moi, elle est essentielle. Tu as besoin de connaître ton corps, tu as besoin de savoir quelle zone réagit, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, comment tu peux prendre éventuellement du plaisir, comment tu n'en prends pas du tout, pour pouvoir accompagner ton ou ta partenaire. Après, une fois que tu te connais, masturbation, pour moi, c'est un plus. Tu y vas, c'est très bien, tu n'y vas pas. Dans tous les cas, tu connais ton corps. Donc, si tu décides Ouais, d'avoir une sexualité qui n'est que relationnelle, ça marche aussi parce que tu as les outils, tu sais accompagner l'autre. Par contre, quand tu t'es jamais exploré, et ben là, ça pose un problème. Et là, on peut avoir des discours de le mec, il sait pas me donner un orgasme, quoi. Oui, ouais. c'est que le mec, il peut pas plus te connaître que toi-même, en fait. Si toi, tu te connais pas, donc tu ne peux pas l'accompagner, donc tu ne peux pas lui dire ce qui est bon pour toi, et puis ben lui ne sait pas non plus, et puis du coup, on tourne en rond, et puis on est sur une sexualité qui n'est pas satisfaisante, en fait. Hmm. Oui, puis qui s'empire, parce que du coup, la pression fait que d'empirer pour les deux. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. L'insatisfaction crée aussi du coup le moins de rapports et puis C'est ça. après, là, après on est sur une sexualité qui est très éparse, tu vois. Bon, écoute, tu as déjà donné énormément d'infos. Je te propose qu'on aille sur les questions un peu que j'ai reçues de mes abonnés. Je vais les prendre un peu comme ça à la volée. Et puis, ben, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu rebondis là-dessus. Je Euh, fais, promis. Bah, la première que j'ai notée, c'était est-ce que c'est normal d'avoir besoin de se sentir désiré par d'autres hommes pour s'épanouir sexuellement avec son mari? C'est quelqu'un qui vit depuis plus de 15 ans en couple. Et je pense qu'on peut généraliser ça un peu à ce côté. Ben, est-ce que c'est normal d'avoir de l'attirance pour d'autres personnes ou de fantasmer sur d'autres personnes? Oui, oui, moi je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas. Il y a quelque chose qui se passe quand dans la relation de couple, au tout départ, alors on ne va pas fantasmer ailleurs, etc., parce que c'est nouveau. Il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'excitation, etc. Puis les choses avec le temps, elles s'installent et c'est normal. Et c'est aussi une manière pour certaines personnes de faire travailler leur imaginaire érotique, etc. Et pour moi, c'est absolument sain. C'est toujours sain
quand ça reste dans, j'ai envie de dire, dans le contrat du couple. Tu vois ce que je veux dire? Si le contrat du couple, on est en relation exclusive et puis dans notre contrat, on ne consomme pas ailleurs, mais que ponctuellement, je m'évade un petit peu dans ma tête, etc., j'ai le droit, en fait. C'est mon jardin secret, je fais de mal à personne. Et en plus de ça, ça peut aussi, pour certaines personnes, vraiment venir favoriser l'excitation et la libido, tu vois, et puis le désir sexuel. Donc, tant que ça favorise, tant qu'on fait de mal à personne, tant que c'est pour nous dans notre tête et puis que ça apporte du plus, j'ai envie de dire, moi, tout va bien, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est. Alors, il y a le côté juste penser à d'autres personnes. Ça, je fais souvent Enfin, j'ai souvent fait une vidéo par rapport à ça où je disais que justement, je normalisais le fait de se sentir attiré par d'autres personnes. Et souvent, ça crée des monstres débats dans les commentaires. Mais je pense que c'est juste une normalité, en fait, qu'on peut pas. Déjà, je suis pas sûr qu'on soit fait pour être monogame. Ça, c'est après un autre débat. Mais du coup, enfin, c'est normal d'avoir de trouver d'autres personnes attirantes. Alors après, c'est important ce que tu dis par rapport au contrat du couple. Là, quand elle dit est-ce que c'est normal d'avoir besoin de se sentir désiré, alors à quel point est-ce que c'est juste dans son imaginaire ou à quel point est-ce qu'elle le provoque? Je pense qu'une partie de flirt dans les relations sociales, c'est aussi quelque chose qui est assez normal. Après, ça dépend jusqu'où on va, quelles limites on met à ça. Puis ça dépend aussi de chaque couple. Ça dépend de chaque couple, de chaque, entre guillemets, contrat mis en place dans le couple. D'ailleurs, je parle de contrat et on se rend compte pour une grande majorité des couples, quand il y a de la relation extra-conjugale, mais qu'il n'y avait pas de contrat, en fait. Les gens Ok. ne savent même pas. Ah, mais moi, je pensais que il ou elle se disait qu'un bisou, c'était interdit, quoi. Oui, mais alors lui, peut-être qu'il s'est dit que c'était la relation sexuelle qui était interdite. Pour toi, c'était le bisou ou même l'envoi de messages. Et ben là, on fait comment, en fait? Parce que vous n'en avez jamais discuté. Et pour moi, c'est un sujet dont il faut parler dans la relation de couple. Hmm. Elles sont où nos limites? Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer ou pas? À partir de quel moment j'estime que tu me trompes, entre guillemets, c'est-à-dire tu me trahis, tu me mens, tu caches, quoi. Ouais, ok. Donc ça, ouais, on revient à la base du truc de communiquer, mettre ses limites. Une deuxième question, c'est, alors à nouveau, on va pouvoir la généraliser. Là, il y a une baisse de libido chez l'homme. Quelles sont les causes? Alors, on peut aussi parler des baisses de libido chez la femme, hein. Et puis, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, les causes, elles peuvent être psychiques ou physiques, déjà, il faut savoir ça. Physique, ça peut être un taux de testostérone qui est relativement bas. Et là, si vraiment c'est une baisse de libido, ou en tout cas une libido qui s'absente de manière récurrente, ou qui a toujours été présente, en fait, comme ça, j'ai jamais eu trop de libido, parce que les hommes, il y a des hommes qui n'ont pas aussi de libido. Là, ça mérite d'aller vérifier ça avec une prise de sang et demander à son médecin qui regarde le taux de testostérone, qu'on puisse voir si on est plutôt sur la tranche basse ou finalement si elle est normale. Si le taux de testo est normal, alors on est peut-être sur des raisons plus psychiques. Et là, ça voudrait dire que il peut y avoir, encore une fois, mille et un facteurs qui viennent nous impacter dans notre libido. Il suffit qu'on traverse, je ne sais pas moi, un événement de vie, une grande fatigue, une maladie, un changement de boulot, ou ah, je suis focus boulot, je ne sais pas, un deuil. Il peut y avoir une relation de couple, comme je disais tout à l'heure, qui ne va pas. Tu vois, là, ça vient favoriser du coup une baisse de libido, une absence de libido, de désir pour l'autre, tu vois. Et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je pense quand ça commence à mettre en souffrance tout le monde. Juste ça. Il y a pas de on me dit souvent: «Myriam, c'est combien de temps?» Mais il y a pas de temps. Il y a pas de temps. Des fois, on traverse, une période un peu de désert dans notre, sexualité de couple et puis souvent, tu vois, moi, je vais souvent demander à mon partenaire quand on a des périodes comme ça où il y a moins de sexualité, jamais moins d'intimité, mais moins de sexualité, tu vois? Où souvent je lui dis: «Ah OK, ouais, ça fait un petit moment et tout, tu es frustrée? Non. Et toi, Myriam? Non. Eh ben, tout va bien, en fait. Ouais, Tout va bien». ça revient, c'est toujours un peu le critère déterminant pour est-ce que c'est un problème ou pas. Bah, c'est en effet, est-ce que ça impacte négativement notre vie de couple, notre vie personnelle, est-ce que ça induit une souffrance Ouais, ou pas? ou pas. Alors, entre deux toux, ça c'est le gros challenge de ce podcast, c'est qu'avec Myriam, on a les deux une grosse toux. Donc pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, mais on garantit rien pour la suite. Il y a la troisième question, je la trouve très bien, c'est comment avoir une bonne complicité intime entre conjoints
et une vie sexuelle épanouie? Tu y as déjà peut-être un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux élargir la réponse? Moi, je pense qu'encore une fois, c'est une histoire de temps qu'on s'accorde. De temps qu'on s'accorde, et puis de temps de qualité, hein. Quel temps de qualité on s'accorde ensemble? Comment on s'autorise aussi à continuer de vivre des choses ensemble qui vont créer une espèce voilà, de complicité, de moments qui sont un peu favorables, etc. Beaucoup de personnes parlent, par exemple, de j'ai plus les papillons. Il n'y a plus l'excitation du début et tout. Myriam, ça fait 3 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Mais comment on retrouve ça? Alors, c'est important de comprendre qu'on ne retrouvera plus du tout le truc du début. Enfin, moi, souvent, j'ai mon partenaire, ton grain de peau, je le connais par cœur, ta façon d'être, je la connais par cœur, tes baisers, je les connais par cœur. Donc ça, je fais le deuil, je ne vais plus le retrouver, ça. Par contre, on peut de temps en temps créer alors moi j'appelle ça des shoots d'endorphines. On peut créer tous les deux des shoots d'endorphines et mettre au cœur de notre relation de couple de nouvelles expériences à vivre à deux et pas uniquement sexuelles, tu vois. Une nouvelle activité, des partages, un pays qu'on va aller découvrir ensemble, toutes ces choses-là qui vont nous permettre de créer des shoots d'endorphines, de dopamine comme ça et qui vont nous rapprocher et nous rendre complices sous une autre forme. Mais parce que le couple, c'est aussi une autre forme, tu vois, il y a ça, on n'est plus dans, moi, dans ma relation de couple aujourd'hui, je suis plus dans l'amour passion, fusion, tu vois. Je suis dans un amour qui est raison. Je sais pourquoi je l'ai choisi et pour des choses beaucoup plus profondes qu'au tout départ de la relation. Mais du coup, je sais aussi que j'ai besoin de continuer de vibrer. Mmh. Donc, du coup, créons des espaces pour nous. Et j'aime aussi dire, Julien, qu'il est important de ritualiser des moments. Les gens ne comprennent pas ça. On ne va pas le mettre sur l'agenda. Mais pourquoi on met tout sur notre agenda? On met bien les activités de nos gosses quand il faut les amener à droite, à gauche. Moi, je mets mes activités professionnelles dessus, je mets mes rendez-vous, je mets... Et tout à coup, le couple, il faudrait que ce soit naturel et spontané, alors que pas du tout. Moi, si je n'ai pas certains rituels que je mets en place, eh ben, je suis comme tout le monde en fait, hein. Je rentre le soir, j'ai la batterie qui est vide, j'ai envie de temps pour moi, j'ai pas envie d'avoir, je me garde pas d'énergie en tout cas pour ma relation de couple. Et puis finalement, tous les jours, on se dit bah, demain, ça viendra de manière spontanée, etc. Et puis la distance, et puis finalement, c'est des couples qui se perdent. Donc Alors le je rituel, suis hyper, moi je suis un fasciste de l'agenda. Je je tanne les gens dans mes consultations pour ça. Dès qu'il y a des problématiques de j'arrive pas à mettre en place quelque chose, j'arrive pas à avoir une discipline, j'arrive pas à faire du sport ou n'importe quoi, je les tanne avec ça parce qu'en effet, c'est notre agenda, en fait, ça nous montre qu'est-ce qui est important pour nous. Ce pourquoi on a réservé du temps. Et comme tu le dis, alors oui, peut-être on aimerait que ça soit spontané, etc. Mais c'est spontané quand on est en vacances, on n'a rien d'autre à faire. Puis là, c'est spontané parce qu'on a toute la journée pour nous. Mais en effet, c'est une illusion de croire que ce soit pour le couple ou pour le sport ou n'importe quoi, qu'on va tout d'un coup arriver à 18h30. Ah tiens, j'ai une folle envie d'aller me faire un crossfit et puis me défoncer les muscles. Ou bien tout d'un coup, ah oui, vite allons voir s'il y a une soirée théâtre. Ben non, c'est trop tard en fait. Donc, c'est hyper ça, important, je trouve. et ça se prépare. Ça se prépare, tu vois. Au tout départ de la relation, on calait tous nos dates amoureux. Moi, je le calais le moment où j'allais le rencontrer, où on allait boire un verre, manger un bout, on se découvrait. Et d'ailleurs, je les préparais ces moments-là. Tu vois, je gardais un peu d'énergie, peut-être je me pimpais un peu, je cherchais un peu à séduire, etc. Et du coup, ça disparaît avec le temps. Et puis après, on se dit, ben, on s'ennuie, c'est la routine. Ben ouais, mais en tout cas, si ton objectif, il est aussi de continuer de vivre de chouettes moments dans ta relation de couple, quels sont les moyens que tu as mis en place en fait? Mmh. La plupart du temps, il y en a peu, mais c'est exactement comme la sexualité. Ces personnes qui vont me dire, je voudrais plus de sexe dans ma relation de couple. Alors souvent, je dis, mais du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça puisse être possible, ça? Ben, je sais pas. Ben oui, mais non. Mais non. Moi, si mon objectif, il est à un moment donné de me renforcer autour de la musculature, eh ben, je vais aller faire du cardio, je vais aller faire de la muscu, je vais mettre des objectifs en place. Sinon, sinon si juste j'attends, il va rien se passer en fait. Mmh. La question d'après, un peu plus, technique, enfin ou précis, je dirais, c'est, quelqu'un qui demandait comment sortir du vaginisme. Peut-être tu peux déjà peut-être définir ce que c'est parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Puis est-ce que tu as des pistes?
Oui. Alors le vaginisme, où il est primaire ou il est secondaire déjà. C'est-à-dire que où c'est ça a toujours été, c'est-à-dire que la personne va venir témoigner et expliquer qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec une pénétration parce qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir accueillir une pénétration quelconque, hein. Ça peut être un doigt, ça peut être un sexe, ça peut être un jouet, ça peut être... Il y a rien qui rentre. Ou secondaire, suite souvent à des traumas de vie. Ok, le corps il va enregistrer que la dernière fois, je ne sais pas, ça a fait mal, c'était pas ok, ça va pas, et le périnée du coup va tout contracter pour rendre la pénétration complètement impossible. Pour moi, ça sera alors déjà ça se guérit, ça, il faut le savoir. C'est pas j'ai 30 ans, j'ai jamais été pénétrée et puis ça sera jamais guéri. Non, ça se guérit. Mais c'est pour moi un travail que je fais toujours en pluridisciplinarité. C'est impossible de travailler seul en tant que sexo sur cette problématique-là. C'est-à-dire que moi, je vais travailler donc tout le côté psychique. Quelle a été la construction? Alors, primaire ou secondaire, ça va orienter un petit peu les séances, hein. Quelle a été l'éducation sexuelle? Qu'est-ce qu'on m'a mis dans la tête? Qu'est-ce que j'ai compris de la sexualité? Comment je me sens avec mon corps? Il y a une multitude de questions qu'on va poser. Et derrière, donc moi, je vais travailler l'aspect psychique et à côté, je travaille toujours avec une kinésithérapeute qui est spécialisée dans l'appareil génital et qui, elle, du coup, va travailler toute la notion du corps en pratique, du coup, là, tu vois. Et souvent, c'est un peu une balle de ping-pong qu'on fait l'une et l'autre, de dire, OK, là, Myriam, j'ai avancé, tu peux venir bosser ça, moi, je bosse mon truc, je réoriente, jusqu'au moment, tu vois, où on va se dire, OK, on est bon, et du coup, la pénétration devient possible. Ok, ouais, c'est important ce que tu précises que bon, pour toute problématique, hein, c'est important de pouvoir s'entourer de gens Mm. parce qu'on peut pas avoir toutes les compétences, toutes les connaissances. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir un réseau autour de soi, c'est cool. Après, c'est pas toujours facile d'envoyer que les gens aillent chez tout le monde, ce que je peux comprendre aussi, parce que ça coûte, ça prend du temps, etc. Mais c'est vrai que c'est capital. C'est surtout cette problématique-là, s'il n'y a pas un accompagnement à côté au niveau corporel, avec une kiné qui est spécialisée là-dedans, en fait, ça prend un temps fou. Parce que la personne, elle est flippée, en fait. Donc, lui Mhm. dire mettre ses dilatateurs à la maison, ça ne se fait pas, elles ne le font pas. Donc, ça demande vraiment une prise en charge à côté. Il y a des sages-femmes aussi, d'ailleurs, hein, qui sont spécialisées là-dedans et qui font un travail aussi de fou, quoi. Ok. Prochaine question. Alors on va pouvoir l'élargir à toutes les incompatibilités. Enfin, c'est pas le bon terme, mais quand quelqu'un a envie de quelque chose dans le couple et l'autre n'en a pas spécialement envie. Mais là, la question c'est, mon mari n'aime pas faire des cunnilingus, mais j'en ai envie. Que dois-je faire? Alors ça c'est une vraie question, ça. Ça, c'est une vraie question parce que il est en droit de pas aimer, il est en droit de pas trouver d'attrait pour cette pratique-là. On peut parler du consentement aussi, hein. On ne peut pas forcer l'autre à avoir une pratique qui ne nous convient pas. Je pense que ça serait important d'essayer de peut-être de communiquer. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, ou j'aime pas du tout et puis c'est comme ça depuis le début et à ce moment-là, j'ai envie de dire, ben qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ou effectivement, on fait le deuil de cette pratique-là. Si on est, imaginons qu'on soit sur un couple, un modèle de couple exclusif et que le contrat, il est celui-ci, ben, malheureusement, ben, tu vas devoir faire le deuil de ça et peut-être développer d'autres choses aussi, peut-être, pourquoi pas. Et Mhm. si on était, imaginons, sur un modèle de couple libre, ça peut être une pratique du coup que tu peux avoir ailleurs. Et puis du coup, dans ta relation de couple, ton socle, tu sais que c'est quelque chose voilà, qui ne fonctionne pas. Il y a énormément de personnes qui n'aiment pas telle et telle pratique, la sodomie, la fellation, le cuni, j'allais dire la branlette espagnole. Je ne sais pas si on va être censuré par Spotify, mais Ah, je pense que je vais devoir peut-être mettre un petit ouais, warning. un On bip. peut y aller maintenant, tu peux. Et je pense qu'on ne force pas l'autre, en fait. Les goûts, les couleurs, tu vois, je vais pas forcer mon partenaire à kiffer les pâtes bolo si, s'il les kiffe pas, en fait, tu vois? Mhm. Par contre, essayons de discuter. Peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience, hein, ce partenaire-là, avec du sexe oral féminin, et que du coup, il est focus sur ça peut pas se faire, c'est pas bon, etc. Essayons de mettre en place des choses. Est-ce qu'on peut pas négocier? Tiens, si c'était ça, par exemple, est-ce que on peut le tenter pile en sortant de la douche, par exemple, ou du coup, on est encore super fraîche, c'est tout ok, enfin, tu vois? Ou est-ce que finalement, non, c'est no way, no way, et à ce moment-là, bon, bah, ouais, bah, il faut, je pense, être capable de faire le deuil d'une pratique et de développer d'autres, peut-être pour pas créer de frustration.
Oui, puis ça revient à la notion de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a plein de choses comme ça où on fait des deuils, où on accepte que, ma foi, ben oui, dans l'idéal, ça serait comme ça, mais ben, dans la pratique, ça se fait pas. Alors après, si ça devient vraiment un truc, c'est pas possible de vivre sans ça, ben, en effet, peut-être ça mettra en péril le couple. Mais ok, intéressant comme réponse. Il y a d'autres questions. Alors, je pense que la réponse, ça sera toujours aller en thérapie. Mais je les pose quand même pour voir si tu veux élaborer un petit peu dessus. C'est le côté ben, très trauma. Quelqu'un qui me demande comment retrouver une libido quand on a vécu l'inceste. Pour moi, avant même de chercher à retrouver une libido ou une sexualité quand on a vécu un événement de vie aussi traumatique, il faut se faire accompagner. Pour moi, comme je te disais encore tout à l'heure, tu vois, la partie émergée de l'iceberg, je peux pas, si je n'ai pas travaillé ce traumatisme de vie-là, encore une fois, je vais mettre des paillettes en fait sur quelque chose qui est traumatique, qui est pas réglé, etc. Pour moi, là, après l'inceste, c'est vraiment cette thérapie. Hmm. Cette thérapie qui va nous permettre de nous apaiser, d'avancer, etc. Et du coup, de trouver beaucoup. On se questionnera peut-être même moins sur comment je retrouve la libido, puisque les choses vont se faire progressivement, quoi. Oui, puis c'est ça, probablement il y a peut-être d'autres. Alors, c'est pas à nous de dire quelle est la priorité des gens, mais dans ces cas-là, en effet, la sexualité, c'est peut-être juste un symptôme. Et puis derrière, il y a tout l'aspect d'estime de soi, de tout ce qu'il peut avoir. Il y avait une autre question par rapport à ça qui était j'ai été abusée enfant et j'aime le sexe où je suis soumise. Est-ce normal? Alors, je pense, chaque fois qu'il y a la question est-ce que c'est normal? Je pense que la réponse, il n'y a pas de normalité. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, effectivement. Alors voilà, je te rejoins complètement. Il n'y a pas de normalité dans la sexualité. Par contre, moi, ce que j'interrogerais, par exemple, sur ce genre de questionnement-là, c'est est-ce que j'arrive à prendre du plaisir, à jouir, à orgasmer uniquement de cette manière-là? Si c'est uniquement en étant soumise et qu'il n'y a pas d'autre possible pour prendre du plaisir, ça mérite quand même de consulter juste pour en discuter et voir un peu à ça avec un professionnel du coup de la sexualité. Si par contre, je vais me dire qu'une majorité de mon temps, j'aime être soumise, et d'ailleurs ça fait partie de la sexualité, c'est complètement ok, dominant, dominé, c'est le jeu, tout ça, mais j'aime être soumise, mais je sais aussi prendre du plaisir par d'autres biais, alors tout va bien, tout va bien. Oui, puis on revient toujours à ce côté, ben, est-ce que ça te pose problème ou pas? Parce que à la limite, même si tu as du plaisir que comme ça, mais que ça te pose aucun souci, ben tant mieux, finalement. Que ça te pose aucun souci et que ça te pose aucun souci au partenaire aussi. Alors exactement, ouais, c'est clair. Ouais, 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 ouais. Alors il y en a deux, trois, je vais pas vraiment les poser, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça vient retoucher en fait pas mal d'interrogations qu'on a travaillées avant où il y avait je n'ai aucun désir sexuel alors que j'aime mon ami, comment retrouver ma libido? Ça, tu l'as abordé. Euh, il y avait quoi encore? Comment apporter de la nouveauté au sein du couple? Ça aussi. Ah oui, là, ça je trouve intéressant. La libido à zéro peut-elle s'expliquer si on est déçu de l'investissement de notre conjoint en tant que père? Donc ça exemplifie très très bien ce que tu as dit avant par rapport à cette pyramide et puis que en effet la sexualité elle vient en pâtir parce que on se sent pas respecté, on se sent pas que l'autre s'investit. Donc c'est un très bon exemple. Il y avait une question, alors ça c'est une vraie question. Euh, qu'est-ce que la sexualité et comment savoir que c'est notre cas? Comment le faire accepter? La sexualité, c'est des personnes qui ont pas pas ou très très peu d'attrait pour la sexualité. C'est pas une histoire d'orientation sexuelle. C'est vraiment je n'ai pas d'attrait pour la sexualité. J'ai pas de kiff à avoir envie de faire du sexe, etc. Comment on peut le savoir? On va le voir dans notre comportement, en fait, qu'il y a pas, en fait, j'ai pas envie. Par contre, la personne asexuée, elle va témoigner avoir beaucoup d'affection quand même dans la relation de couple, tu vois, de l'intimité. C'est pour ça que moi, je fais vraiment la différence avec, enfin, je dis pas que sexualité, pour moi, il y a l'intimité, parce que on peut faire couple et on peut être un couple heureux sans sexe, en fait. Les asexués,
ils vont témoigner par voie de sexualité, ils viennent consulter en thérapie, mais autour d'autres notions, tu vois, la communication, etc. Et pourtant, il y a une absence totale de sexualité. Donc, c'est vraiment, je n'ai pas goût, je n'ai pas d'attrait pour le sexe. C'est ça, la sexualité. Et comment, alors après, la question c'était comment le faire accepter. Je pense qu'on est dans le même débat un petit peu qu'avant. C'est trouver, alors c'est peut-être la complexité, c'est d'arriver à trouver quelqu'un soit qui est dans la même situation, soit qui lui a un attrait, enfin lui ou elle, pardon, lui ou elle ou a un attrait, accepte de le faire. Est-ce qu'on ouvre le couple pour ça ou pas? C'est plein de questions. Ouais, il y a plusieurs, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a des personnes qui, effectivement, vont bien se trouver et donc ça va poser aucun problème à la relation de couple. Par contre, où ça peut quand on est sur aussi l'idée d'un couple libre, il y en a très peu quand même. Il y a très, très peu de couples libres où il y en a un des 2 qui a ce besoin-là, qui va. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai très peu rencontré. Par contre, je me rends compte que ça pose de gros, gros problèmes quand on est sur un modèle de couple exclusif avec un qui va avoir un attrait pour ça et l'autre non, quoi. Et très souvent, c'est des couples malheureusement qui sont en souffrance et voire qui, avec le temps, pour beaucoup, hein, appelons un chat, qui se séparent, quoi. Parce que tout le monde est en souffrance, en fait. Il n'y a rien qui Hmm. va. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui est compliqué à vivre si on n'est pas les deux dans cette situation. Mais ok. Il reste deux questions qui concernent plus Non, j'allais dire qui concernent les hommes, c'est pas vrai. Pourquoi les hommes en couple continuent de regarder des films porno? Il n'y Parce a pas que que les hommes d'ailleurs qui en couple qui ouais, regardent des films porno, hein. Mais là, il se trouve que c'était une femme qui a posé la question. c'est surprenant parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand on est en couple, on regarde plus de films porno. Du coup, je me dis: «Tiens, qui continue?» Le film porno, ça reste un support pour développer l'imaginaire érotique, sexuel, et cetera. C'est un support où, pour moi, il faut être vigilant et avoir suffisamment de discernement pour comprendre que, ben, réalité versus, performeur, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais pourquoi pas, en fait? Tout comme un livre érotique, une vidéo porno, une série, voilà, un peu érotique, et cetera. Pourquoi c'est pas possible, en fait? Hmm. Ça reste pour moi un support. Après, on est à l'aise avec ça ou pas, mais ça reste un support qui va permettre même peut-être de développer l'imaginaire, de continuer de garder une excitation, une libido un petit peu en éveil, et cetera. Mais au même titre qu'on pourrait dire pourquoi quelqu'un continue de se masturber quand il est en couple, Mhm. tu vois? Je pense Là qu'on où est dans les mêmes questionnements par rapport à avant sur est-ce que c'est normal de sentir de l'attrait pour d'autres personnes. Je pense que c'est beaucoup par rapport à ces insécurités-là, je pense. oui, probablement et puis ça viendrait de dire aussi qu'on est conditionné pour penser que tout se passe du coup en couple, tout se passe à 2. Mais une sexualité, on en a 2. Moi, j'en ai une d'abord avec moi-même, moi, mon propre corps et ensuite j'en ai une qui est relationnelle et puis celle relationnelle quand on a la possibilité de la mettre en commun, merveilleux en fait, il y a une connexion qui se passe et cetera. Mais si pour X ou Y raison, mon partenaire n'est pas disponible pour, bah, j'ai envie de dire, je suis une grande fille et je sais aussi me donner du plaisir toute seule et je ne viens pas imposer ma charge, mon désir sexuel à mon partenaire. On Hmm. s'enferme beaucoup là-dedans et moi je mets beaucoup les personnes en vigilance par rapport à ça. Quand j'entends je ne veux pas que mon partenaire se masturbe. Donc ça vient dire que toute sa sexualité, tout son désir repose uniquement sur toi. Mais du coup, tu t'enfermes. La pression que c'est, moi, je veux pas avoir cette pression-là. Il y a des Hmm. moments, elle repose sur moi parce qu'on est en couple et c'est OK, on va connecter. Il y a d'autres moments où je suis pas disponible et écoute, tu dois être aussi en capacité de te débrouiller, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une belle façon de le voir, ouais. Et je trouve intéressant comme tu le tournes, parce qu'en effet, c'est quelque part, si on a cette exigence-là, alors ça veut dire que il faut qu'on réponde à ses besoins. Puis si la personne en face, elle a tout le temps envie, probablement que ça va bugger à un moment donné. Donc, Et ça buggera à un moment donné, parce qu'on n'est pas câblé tout le temps sur la même libido. La libido, l'énergie sexuelle, elle est fluide et elle n'est pas constante, tu vois, elle bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle est tout le temps en mouvement. Donc il y aura forcément des moments où il aura envie, je n'en aurai pas envie, et moi je ne veux pas porter cette charge-là. Donc effectivement, il y a ces deux possibles. Quand ça peut de ton côté, n'hésite pas, et quand c'est possible entre nous, merveilleux. hmm. Puis alors, dernière question.
d'abonnés. J'ai fait exprès, en fait, je me rends compte maintenant, mais je fais exprès de la garder pour la fin, comme ça, s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, parce que je sais qu'il y en a, mais pas énormément. Je crois qu'il y a 83% de femmes, quelque chose comme ça, qui écoutent. Bah, comme ça, on les aura peut-être gardés jusqu'à la fin. Donc, la dernière question, c'est évidemment, quelle solution pour les éjaculations précoces? Comment arriver à contrôler l'éjaculation, etc. Ok, alors déjà, on ne contrôle pas son éjaculation. Aucun homme contrôle le moment où il éjacule, c'est trop tard, tu vois, c'est ce qu'on appelle nous le point de non-retour. Par contre, on apprend à l'homme à contrôler son excitation. Mhm. Tu vois, il y a cette phase plateau dans la sexualité, ma phase d'excitation pour l'homme et pour la femme, et le point de non-retour, l'éjaculation ou l'orgasme pour la femme. Moi, le moment où j'orgasme, je ne me contrôle pas, hein, c'est trop tard en fait. Par contre, je vais contrôler le moment où je sens que ça monte, etc., pour redescendre et puis arriver plutôt, essayer d'arriver en même temps à un plaisir commun, un grand plaisir commun, qui serait la jouissance ou l'orgasme. L'éjaculation précoce, prématurée, déjà, elle peut survenir pour plein de choses. Si je n'ai pas fait l'amour avec mon partenaire depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref, peu importe le temps, probablement que ces capteurs sensoriels, ils sont au max, quoi. Donc, il est fort probable qu'il n'ait aucun problème d'éjaculation rapide, sauf que ces capteurs se disent, ouh là c'est chaud, c'est humide, ça passe le bon message au cerveau, ben, c'est maintenant, quoi. Et donc, la personne va avoir du mal à gérer son excitation. Si ma sexualité, elle est plus fréquente, on va désensibiliser nos capteurs sensoriels. Donc, du coup, la personne, l'homme en l'occurrence, va plus facilement gérer son excitation parce que les capteurs sensoriels sont aussi plus désensibilisés. Et après, il y a une multitude de techniques, hein. On peut parler d'une très connue qui est le step and go. Step and go, c'est je suis à l'intérieur de ma partenaire, donc on est en pénétration, je sens que ça monte fort, parce que la plupart du temps, les hommes vont témoigner, je sens que ça monte, là, je peux me retirer, continuer d'exciter ma partenaire, parce que la plupart du temps, les hommes se retirent et puis attendent que ça redescende. Oui, sauf que du coup, ta femme, elle redescend avec toi, hein. Donc, soit il faut que tu continues de la faire monter, elle, pour que vous arriviez à peu près en même temps. Je continue de l'exciter. Au moment où je sens que ma partenaire, elle est pas loin, ça monte fort pour elle, là, on peut reprendre une pénétration et puis aller au bout et puis aller jusqu'à l'éjaculation. Il peut y avoir cette méthode-là. Il peut y avoir le squeezie, qui est une pression qu'on va faire avec le pouce et l'index au niveau du gland pour faire redescendre la pression sanguine de manière très ponctuelle, très rapide, et puis repartir gentiment. Mais à mon sens, si on n'a pas une sensibilité exacerbée du pénis, là, ce qu'il faut faire, c'est avoir des rapports sexuels le plus fréquent possible pour désensibiliser un petit peu, et puis pratiquer le step and go, ou même le aging. Aging, c'est hop, je redescends, donc c'est un terme anglais, hein. Et là, c'est pas tant pour l'éjaculation précoce, c'est beaucoup plus pour arriver à décupler le plaisir. Je vais apprendre à redescendre, et puis hop, on remonte, on redescend à deux, on remonte jusqu'au moment où en fait on va tous les deux au bout, et le plaisir, il est démultiplié, tu vois. Mm. Et un Oui. petit message pour les hommes aussi, dernière chose, la technique masturbatoire. La technique masturbatoire. Moi, j'ai aucun homme qui m'a dit un jour, Myriam, quand je me masturbe, je prends mon sexe en main, je me fais des petites pauses chill au milieu et puis ensuite j'éjacule. Aucun homme. Moi, ils vont me dire, je prends mon sexe, l'objectif c'est l'éjaculation, donc ben, je masse, je caresse jusqu'à ce que. Donc le cerveau, il enregistre quoi? Tu es touché, tu éjacules. Et on n'a pas en fait de gestion de cette excitation qui se passe entre les deux avant l'éjaculation. Et donc le cerveau, il n'a pas compris qu'il fallait qu'il apprenne à gérer aussi tout ça, tu vois. Mm. Mm. Ouais, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a plein de variables sur lesquelles on peut travailler. Donc c'est rassurant aussi pour des personnes qui souffrent de ça. C'est qu'en effet, ça peut se travailler seul, à deux. Il y a plein de techniques pour le faire. Il y a le côté aussi pleine conscience d'arriver à pas commencer, on y va à fond, puis en fait, on n'est pas du tout conscient des sensations. Donc ça revient à cette connaissance du corps, apprendre à comprendre, voilà, quand est-ce que je suis sur mon plateau, quand est-ce que j'arrive au point de non-retour. Donc ça demande une certaine connaissance de soi. Peut-être ça aussi, ça appelle à l'indulgence pour des personnes qui débutent un petit peu dans leur sexualité, où c'est normal qu'ils ne se connaissent pas parfaitement et puis que ça arrive en fait.
Et puis pour une majorité, il y a aussi l'angoisse de performance dans la sexualité. C'est-à-dire que je vais me dire qu'il va falloir que je tienne, que je sois bon, etc. Et au même titre que ça va venir impacter l'érection, il faut aussi savoir que la décharge d'adrénaline, au moment où du coup on va être un peu anxieux et pas bien, etc., elle va aussi accélérer les pulsations cardiaques. Donc la circulation sanguine. Donc du coup, l'homme aussi va aller beaucoup plus vite à éjaculer que s'il avait vraiment comme en lien avec la pleine conscience, hein, de je me reconnecte, je respire, tout va bien, je prends le temps avec l'autre, je ne suis pas dans cette angoisse de performance et où les choses arrivent à être plus facilement gérables. Hmm. Écoute, Myriam, on dépassé l'heure d'interview, je crois. Mais déjà, un grand merci pour tout ce que tu as amené comme connaissance, comme réponse. Enfin, je pense que ça va toucher beaucoup de personnes, cette interview. Euh, Avant qu'on termine, peut-être qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter Moi, je pense qu'aujourd'hui, uniquement la santé, Julien. La Hmm. santé, voilà. J'ai passé une épreuve un peu compliquée la dernière année, là, et moi, j'aspire juste à avoir la santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire, en fait. Donc, Ouais. cette... Écoute, alors je te souhaite, ouais, en effet, que cette année et celles qui suivent soient différentes de l'année passée. Et puis, voilà, que ça continue à aller tout bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes apports. Merci aussi pour les échanges qu'on a en dehors sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est toujours des échanges positifs, valorisants. Donc déjà, merci aussi pour ça. Pour les gens qui écoutent ou qui regardent, je mettrai aussi ça sur YouTube. Je vais mettre dans les notes du podcast tous tes réseaux sociaux, ton site, etc. Donc voilà, si vous voulez contacter Myriam, il y aura tout ce qu'il faut dans les notes. Et puis, bah, en tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, à mettre des évaluations sur le podcast, sur les vidéos. Ça aide énormément à partager ça à un plus grand nombre de personnes. Et puis, ben, sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.